Bonjour tout le monde, je m'appelle François Jobin, je suis écrivain et je reçois aujourd'hui une femme de tête qui porte plusieurs chapeaux. Elle est agent d'artiste, elle est éditrice, elle est directrice de section francophone des cartes Hallmark, elle est organisatrice d'événements, elle est conseillère en communication et bien sûr, elle est écrivaine. Il s'agit de Rosette Pipard. Rosette, vous écrivez dans votre site web que rien ne vous destinait à l'écriture. Pourtant, dans votre livre Désir d'écrire, vous semblez dire exactement le contraire. Alors, dites-nous donc la vérité. En fait, on sait bien que pour écrire, il faut beaucoup lire. Alors, effectivement, j'ai beaucoup lu dans mon enfance, mais je ne pensais pas que l'écriture serait le médium d'expression actuel. Parce que j'avais plein d'autres champs d'intérêt, dont la danse, la gymnastique, la couture, la cuisine, enfin bon, tout ce qui était, je dirais, plutôt manuel que, que les études. Mais bon, malheureusement ou heureusement, je suis bien rentrée dans le moule et donc j'ai continué ma carrière en communication. Mais effectivement, maintenant, l'écriture est un incontournable. Donc, j'imagine que c'est la suite logique de la lecture. Mais évidemment, la communication implique de l'écriture, mais ça n'est pas du tout la même sorte d'écriture. Que vous qualifieriez votre pratique littéraire de quelle façon? Bien, pour moi, l'écriture personnelle est davantage thérapeutique. C'est une rencontre avec moi, peut-être le petit enfant que l'on a souvent mis de côté, comme bien des gens, et qui a envie de creuser, de sonder, puis de laisser le champ libre à cette petite voix qui est en soi. Donc pour essayer de comprendre l'univers dans lequel on vit, pour essayer de rencontrer l'autre, pour partager. Enfin bon, il y a pas mal de... Mais d'ailleurs, dans votre livre Désir d'écrire, vous avez adopté ce genre de dialogue entre vous et vous. La voix intérieure et la Rosette Pipard pleine d'activités de toutes sortes qui se dispersent dans le grand monde. C'est précisément pour ça que, pour aller à la découverte de cet enfant intérieur. Oui, effectivement. En fait, ma première connexion avec l'écriture, vraiment, ça a été justement, comme vous le disiez, dans mon travail de communicatrice. Parce que lorsque j'ai écrit des communiqués ou des résumés d'entreprise et ça, je me suis rendu compte que j'avais cette capacité à connecter avec l'autre personne puis à exprimer exactement ce qu'il ressentait. C'était une découverte pour moi. Ensuite, j'étais rédactrice pour une revue d'art qui s'appelait Le Collectionneur à l'époque, des artistes peintres. Et là aussi, je suis tombée un peu à la renverse de voir à quel point je pouvais rentrer dans cet univers. Et donc, je ne pensais pas que mon univers intérieur à moi méritait autant cette place. Mais à un moment donné, la petite voix s'est fait plus intense. Et c'est ça, elle revendiquait sa place, elle voulait avoir droit au chapitre. Et donc j'ai entamé ce dialogue parce que je voulais comprendre qu'est-ce qui s'était passé finalement, pourquoi j'écrivais pour les autres et puis pas pour moi. Mais vous avez quand même attendu assez longtemps avant de vous mettre à l'écriture personnelle. Ça a été une attente qui a été bénéfique d'une certaine façon parce que depuis ce temps-là, les livres se multiplient. Il y en a quoi, un par année, des fois deux? Presque un par année, oui. Oui. La dernière année un petit peu moins, bien que j'ai toujours plusieurs projets en chantier. Effectivement, oui, une fois que j'ai commis, si je puis dire, désir d'écrire, ça a été comme une porte ouverte, ça a été comme mettre un enfant au monde, dans le fond, mais avec la responsabilité de m'en occuper. Je ne pouvais plus l'ignorer. Alors, effectivement, donc j'ai laissé courir la plume et effectivement, je dois avoir au moins une quarantaine, une cinquantaine de carnets de journaux intimes, j'écris tout le temps. C'est une seconde activité. Est-ce que vous envisagez éventuellement de confier les idées qui vous habitent ou les sentiments qui vous habitent à des personnages, d'aller vers la fiction? Oui, j'ai un projet de roman, mais je l'explore pour l'instant parce que pour moi, l'écriture était quelque chose qui était sans compromis et qui se voulait vraiment un moyen d'expression personnelle. Alors, comment transposer ça dans des caractères je ne sais pas encore, je suis en train d'explorer, mais ça pourrait être très intéressant, évidemment. Mais j'ai toujours eu l'habitude d'écrire aux jeunes, donc
c'est un peu différent. Justement, à la lecture de Désir d'écrire, vous me pardonnerez l'expression, mais on a l'impression d'une confession un peu impudique. Vous vous mettez vraiment au blanc. C'était volontaire, ou vous vouliez choquer, ou vous vouliez vous secouer vous-même? Je voulais certainement pas choquer. Est-ce que c'était volontaire? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est sorti comme ça. Et comme bien des gens ont fait des compromis dans leur vie, professionnelle, parfois personnelle, et l'écriture pour moi, ça devait être une voie de la liberté totale. Donc, je n'ai même pas pensé à ce que les gens pourraient penser de moi ou croire. Et surtout qu'à l'époque où j'ai écrit, Désir d'écrire, je faisais quand même beaucoup d'événements extérieurs, j'étais consultante de communication, même pour les gouvernements et tout. Ça ne m'a même pas effleuré l'esprit. Je me suis dit, je me livre tel quel. C'est le seul endroit où il n'y aura pas de moule, où je serai authentique. Et voilà. L'écriture personnelle, c'est une chose. La publication, c'est autre chose. Parce que quand on publie, on livre nos pensées à un public qu'on ne connaît pas, finalement. Comment vous envisagez la publication? Est-ce que c'est nécessaire pour vous? Oui, oui. C'est nécessaire parce que je me dis, tout comme moi, j'ai aimé beaucoup lire, et je lis encore beaucoup. C'est pour moi une nourriture existentielle incontournable. Et donc, j'ai eu plusieurs commentaires sur Désir d'écrire de la part des gens qui voulaient écrire ou qui mettaient leurs rêves de côté. Parce que dans le fond, Désir d'écrire, c'est comme un prétexte, c'est vraiment un appel aux gens pour qu'ils puissent prendre conscience de leur talent et de leur responsabilité à les exprimer. Que ce soit l'écriture, le théâtre, la danse, la musique, la photographie, faire le tour du monde, peu importe, construire une cabane dans son jardin. Souvent, on met ses rêves de côté en disant, oh, plus tard, à la retraite, je ferai ceci, je ferai cela. Et on ne se rend pas compte à quel point le fait de cacher ou d'ignorer cet appel de l'âme, dans le fond, ça ne nous rend pas très heureux. Et une fois qu'on le laisse vivre au grand jour, ben, c'est important. Donc si moi je peux toucher juste une personne qui se dit ah, je vais quand même essayer d'écrire moi aussi, j'ai toujours eu ce rêve-là, ben moi je serais très très heureuse de ça. La thérapie dont vous avez parlé, il n'y a pas que ça dans l'écriture, puisque vous avez publié des livres qui sont plus jubilatoires ou qui sont des explorations du langage. Je pense par exemple à Poème à croquer. Parlez-nous de Poème à croquer. C'était un vrai bonheur d'écrire Poème à croquer. Effectivement, quand on parle de thérapie, c'est pas toujours pour expier toutes les souffrances et tout ça, c'est aussi pour exprimer tout ce qu'on vit dans la vie, que ce soit justement la joie et tout ça. Puis un jour, ma fille, je suis à Québec, elle m'apporte un petit panier de fraises, et puis le soir, je suis dans ma chambre, j'ai eu envie d'écrire un poème sur les fraises. Et depuis l'an aiguille, j'en ai écrit une dizaine. J'ai montré ça à l'éditeur, elle m'a dit « Ah, c'est pas mal !» Et je me suis prise au jeu, et c'est sorti comme ça, naturellement, je sais pas d'où. Mais j'ai eu beaucoup de plaisir. En plus, je les ai écrits sous forme de devinettes. Donc, le titre du fruit n'est pas... Il apparaît simplement à la fin. Oui. C'est ça. À la fin, je veux dire, dans la table des matières, et non pas à la fin du poème. Ouais, donc, il faut vraiment essayer de deviner quel est le fruit. Un brin de sensualité aussi, un petit peu, voilà. Est-ce que c'est devenu plus un plaisir qu'une... je dirais pas un pensum ou une obligation douloureuse, mais quand on se raconte soi, parfois on fait des rencontres, on découvre des choses qu'on aurait préféré taire, alors que l'écriture jubilatoire, c'est un pur plaisir. Est-ce que vous vous acheminez vers le plaisir ou si vous revenez parfois dans des zones un peu plus obscures? Ben, la vie est parsemée d'épreuves, de souffrances, tout comme de joie. Donc je dirais que c'est les deux. Mais de plus en plus des choses agréables, de quoi s'émerveiller. Comme vos derniers livres là dans mon salon, c'est vraiment une réflexion sur l'importance de l'écriture dans un cheminement spirituel. On va en reparler tout à l'heure, mais avant, oui, je voudrais parler d'un livre assez étonnant dans la carrière d'auteur. Ce sont des entretiens avec Sœur Angèle. Sœur Angèle, pour la plupart des gens, c'est une cuisinière, c'est une femme expressive, c'est une femme au verbe haut. Et pourtant, votre livre n'est pas du tout un livre de cuisine. Alors, qu'est-ce qui vous a fasciné chez cette personne? Ben, je connais Sœur Angèle depuis plus de 25 ans.
Et j'ai eu l'occasion de la rencontrer et de la connaître davantage quand j'ai fait des tournées de promotion avec elle à travers la province. Et là, je me suis rendu compte à quel point cette femme était exceptionnelle. Et donc, on la connaissait effectivement, vous avez raison, pour ses recettes de cuisine, ses animations, toujours joviales, mais au-delà de ça, c'est une femme qui est extrêmement spirituelle, évidemment, c'est une religieuse, bien qu'elle ne parle jamais du bon Dieu. Mais elle incarne une spiritualité exceptionnelle, elle irradie, tout le monde est intéressé. Donc, moi, j'ai voulu faire connaître cette femme-là. Qu'est-ce qui l'animait, qu'est-ce qui la motivait, comment se faisait-il qu'elle était toujours de bonne humeur. Je me disais, elle va peut-être me donner une recette. Et c'est comme ça qu'on est venu à écrire plus de 120 questions sur la vie, surtout. Et étonnamment, le fait que Sœur Angèle a mené une vie publique en même temps qu'une vie privée de religieuse, elle a l'expérience de l'être humain. C'est ça qui est fascinant. Chez elle, c'est un vrai confessionnal. Les gens peuvent l'appeler pour dire oh, je viens de rompre avec mon conjoint, ma conjointe, qu'est-ce que je fais? Et elle est capable d'en parler. Capable de parler à une maman qui a perdu son enfant, elle est capable de parler à quelqu'un qui a un cancer, elle-même l'a vécu. Et donc, c'est une femme qui est très ouverte, qui incarne vraiment la religion moderne, je dirais, parce qu'elle a su s'adapter à son environnement et écouter beaucoup les gens. Puis elle m'a vraiment inspirée. La spiritualité semble avoir pris une grande place dans votre vie. À preuve, ce dernier ouvrage, L'Inde dans mon salon, qui a commencé par être une critique et qui a continué. Ben oui, en fait, moi, depuis peut-être l'âge de 15 ans, écoutez, ma première revue, le premier magazine que j'ai acheté, c'était Psychologie. Alors, ça vous dit tout. Oui. J'étais très intéressée par tout ce qui se passait au cœur de l'être humain. Je ne comprenais pas très bien le monde, je voulais savoir comment tout fonctionnait, qu'est-ce que les gens pensaient. Bon. Donc, j'ai toujours, toute ma vie, été en quête existentielle, si vous voulez, c'est-à-dire essayer de comprendre. Et donc, à un moment donné, j'en ai eu un petit peu marre de tout ça, de toutes ces conférences, ces gourous, comme je les appelle, parce que dans le fond, ils ont tous le même modus vivendi. Ils disent tous ne cherchez pas ailleurs, tout est en vous. Mais achetez mon programme, inscrivez-vous ici. Il faut que je paye une Rolls Royce. C'est ça, allez dans tel séminaire. Puis j'ai eu une espèce de ras-le-bol, mais vraiment ras-le-bol. Je me dis, enfin, mais c'est pas possible, il faut se retrouver soi. Et donc un jour, j'étais à bord de mon auto, puis j'ai eu parce que j'écris de façon intuitive aussi, et donc j'avais ma petite enregistreuse, et je me suis enregistrée quand je suis revenue, j'avais une quarantaine de pages chez nous, et ça disait l'Inde dans mon salon. C'était vraiment lancinant comme titre, je ne pouvais pas le changer, et je me moquais donc de tous ces gens qui font comme Estelle, qui vont en Inde, qui reviennent en disant tu n'as pas été en Inde, tu ne connais rien, tu n'es pas toi-même. Et donc j'ai commencé à écrire, mais cette année-là, j'ai fait un burn-out. On se demande pourquoi quand on lit votre CV. Oui, l'hyperactive en moi avait besoin d'un petit répit. Et donc, je suis allée en Inde. On m'a recommandé d'aller en Inde. Je dis, enfin, bon, me voilà devenue imposteur. Mais bon, je n'ai pas suivi un gourou. Je suis allée dans un centre de yoga, quand même, juste pour me reposer pendant un mois. Et donc, quand je suis revenue, j'ai mis le livre de côté parce que je dis, non, je ne peux plus me moquer des gens, moi. Mais quand on va en Inde, quand on fait ce genre de cure, on revient, puis tous les démons reviennent avec, hein, c'est clair. Et ce n'est que quelques années plus tard que j'ai compris que le chemin que l'on suit dans la vie, il y a toujours une raison à tout. Même les chemins les plus difficiles, des fois on se dit, mais pourquoi je vis ça, pourquoi je rencontre telle personne, etc. Et donc moi, ça m'a amené à faire le bilan. Qu'est-ce que m'a amené toutes ces rencontres que j'ai faites? Tous les livres, particulièrement depuis l'Inde, j'ai recommencé à écrire pour tout le monde, hein, c'est bien évident. Mais je me suis rendu compte que j'avais fait des rencontres exceptionnelles de gens qui étaient comme un miroir finalement pour moi et qui me permettaient de continuer à cheminer dans mon sentier tout simplement. Donc après ce livre, j'avais une nouvelle responsabilité effectivement. C'était celle d'apprécier ce qui arrive sur notre vie aussi, puis un petit peu de lâcher prise, ce qui n'est pas facile dans mon cas. Non, vous semblez vraiment, vous obligez à être partout à la fois. Moi, je vous ai connu il y a quand même au début de la création de l'Association des auteurs, et puis vous n'avez pas changé du tout. Non, le mode de vie est toujours 100 km/h tout le temps. Oui, c'est ça, mais je pense que une des responsables est certainement ma grand-mère. Ma grand-mère était neurasthénique. Elle a failli mettre fin à sa vie. Et tout ce que j'entendais, c'était
des plaintes auprès, à propos de sa maladie, de son ennui. Et je ne sais pas, depuis toute petite, je me suis dit, moi, en tout cas, quand je serai vieille, j'aurai tellement de souvenirs dans ma valise que jamais je ne vais m'ennuyer. Et je pense que c'est resté comme ça. Il fallait que j'accomplisse plein de choses. Voilà. Et je suis devenue un peu hyperactive. Mais est-ce que c'est pas je suis aussi... quand même capable de faire de la méditation de temps en temps. Mais est-ce que c'est pas aussi une façon de s'étourdir? Oui, tout à fait. Oui. On fuit, on combat ou on fait rien. C'est clair, c'est les 3 états dans lesquels les gens sont. OK. Vous êtes également, pour moi, c'est une interrogation intéressée. Vous êtes directrice de la section francophone des cartes Hallmark. Qu'est-ce que ça fait dans la vie? Bien, en fait, Hallmark, comme tout le monde le sait, c'est une énorme entreprise dans 100 pays, je pense, à peu près, et qui produit donc des cartes de souhait pour toute occasion. Et il y a 3 ans et demi maintenant, moi je dis que c'est un autre miracle qui s'est produit dans ma vie parce que j'étais un petit peu tannée d'édition. C'est très stressant le monde de l'édition. Et j'ai posé ma candidature pour ce poste-là, qui est donc d'éditrice. Et ce que je fais, c'est que j'adapte tous les souhaits de l'anglais au français. Et donc je dois me mettre dans la peau de l'événement ou du récipiendaire, de celui qui va recevoir la carte, pour essayer de faire des textes courts, parfois un petit peu plus longs, pour toute occasion. Et ça fait un bonheur immense pour moi, parce que juste le fait de savoir que quelqu'un va acheter une carte pour faire plaisir à quelqu'un d'autre, je suis aux anges. Mais ça vous sort de votre quotidien d'auteur, finalement. Oui, ça me sort. Sans qu'il n'y ait pas de lien avec l'écriture. Non, c'est ça, mais ça colle tout à fait à ma personnalité, parce qu'en fait, moi, depuis que je suis jeune, j'envoie des cartes. Chaque année, je fais mon poème de Noël, j'envoie des poèmes à mes enfants. J'ai toujours fait ça. Fait que je me suis retrouvée comme un poisson dans l'eau. Ben, d'ailleurs, je signale, peu de temps qu'il nous reste, qu'un de vos poèmes a été retenu sur un bateau qui est à la place des spectacles à Montréal, durant la semaine de la poésie. Rosette, je vous remercie et on se quitte pour quelques minutes pour écouter une chronique littéraire. Bonjour, mon nom est Ève Ménard, je suis chroniqueuse culturelle à la télé communautaire et journaliste au journal Accès. Je suis ici aujourd'hui pour vous parler et vous suggérer en fait 2 romans québécois que j'ai particulièrement aimés et que j'ai lus tout récemment. Donc, je voulais commencer premièrement avec un livre de Jean-François Beauchemin. Jean-François Beauchemin, c'est un auteur de la région des Laurentides. J'avais déjà fait sa brève description dans une chronique précédente parce qu'il est en lice pour le prix Claude-Henri Grignon, qui va être remis à un auteur ou à une autrice de la région pour saluer sa contribution à la littérature québécoise. Et à la suite de cette chronique-là, je voulais me familiariser un peu avec le travail de Jean-François Beauchemin, qui a quand même écrit plus d'une 20aine de livres, mais le choix n'a pas été très difficile parce qu'il m'avait été suggéré par une autre auteure de la région, qui est Roxane Turcotte, et c'est pour ça que finalement, j'ai lu La fabrication de l'aube. C'est un livre qui a été publié en 2006, donc il y a quand même quelques années, mais c'est une œuvre qui est importante quand même dans le cheminement de Jean-François Beauchemin parce que l'auteur, en 2004, il a été atteint d'une grave maladie, il a frôlé la mort et il a passé même quelques semaines dans le coma. Et bien naturellement, cette expérience-là l'a vraiment transformé, mais ça lui a aussi inspiré une trilogie dont le premier tome est finalement La fabrication de l'aube. Là, vous pouvez peut-être vous dire que ça doit être un petit peu sombre, un peu lourd comme lecture, justement parce qu'il relate de cette expérience-là, mais pas du tout. Au contraire, bien qu'il parle de ce qu'il a vécu, c'est un livre qui est vraiment aussi rempli de vie, d'espoir, d'amour. En fait, on réalise en le lisant que finalement, l'expérience de Jean-François Beauchemin, ça l'a semblé déclencher en lui un certain besoin de s'exprimer sur certains sujets à différents niveaux.
Et finalement, ça devient un peu un prétexte là, pour explorer bien d'autres thèmes. Donc, on va parler dans le livre de solitude, de vieillesse, d'enfance. On va parler d'écriture, d'amour, de vie. Et surtout, ça parle aussi de famille. Donc, l'auteur va consacrer dans le livre des passages à chacun des membres de sa famille. Donc, son père, sa mère, ses 4 frères, sa sœur. Et il y en a un passage que j'ai particulièrement aimé, qui est sur sa sœur Christiane et qui commence comme suit. J'avais avec ma sœur une affinité rare, nous étions tous les deux des filles. Donc, c'est super intéressant comme chapitre. C'est un chapitre qui est assez court, mais Jean-François Beauchemin va expliquer qu'il est devenu en quelque sorte la sœur de sa sœur, qui était la seule fille dans la famille. Et ça rejoint un peu ce dont Jean-François m'avait parlé quand j'avais pu discuter avec lui au sujet de sa nomination au prix Claude-Henri Grignon. Il m'avait dit qu'il avait toujours eu en lui un côté féminin, mais qu'il n'avait jamais essayé de faire taire, au contraire, qu'il l'embrassait et qui transparaissait aussi dans son écriture. Donc, c'est ça qu'on découvre un peu en lisant ce chapitre-là. Et ce qu'on voit aussi, c'est que c'est un roman qui est très personnel. Jean-François Beauchemin se livre vraiment à cœur ouvert, il est près de ses émotions, il est vulnérable aussi dans ce livre-là. On en apprend beaucoup sur l'auteur. Par exemple, il va nous dire que quand il était enfant, quand il était étudiant, il y avait de la misère un peu à bien se nourrir là, en fait à l'école. L'école ne le nourrissait pas suffisamment intellectuellement. Il était plutôt rêveur, puis il s'ennuyait un peu à l'école. Et il va écrire vraiment de manière magnifique. Sans doute ai-je, dès cette époque, ensemencé le grand arbre imaginaire auquel je grimpe depuis chaque fois que je fabrique un roman ou un conte pour enfants. Donc, on comprend un peu mieux d'où qu'il vient, d'où vient son imagination. Sinon, il nous parle aussi de certaines visions du monde, du fait qu'il y a eu de la difficulté à trouver sa place dans le rythme effréné de la vie. Il y a eu de la difficulté à faire du sens de ce que la vie demandait de lui. Et il va écrire, par exemple, « J'étais né amputé de toute ambition, de toute assurance pour l'assaut que l'on semblait exiger de moi. » Donc, vraiment, c'est fascinant là, comme lecture. Et oui, il y a une certaine teneur philosophique, sociologique, mais ça reste super simple à lire, super accessible. L'écriture est poétique, délicate. Les transitions le sont aussi. Et c'est divisé en courts chapitres. Donc vraiment, c'est simple à lire, c'est fascinant. Je vous le suggère. Maintenant, je passe au second livre dont je veux vous parler, qui est juste ici. C'est un livre de Fanny Britt, Faire les sucres. Donc, Fanny Britt, c'est oui une auteure québécoise, mais aussi une dramaturge. Donc, elle a surtout écrit des pièces de théâtre, en fait, et Faire les sucres, c'est seulement son 2e roman. Il a été publié en octobre 2020 et moi, ça faisait déjà un moment que je voulais lire Fanny Britt et je n'ai vraiment pas été déçue avec ce roman-là. Ce qui m'a plu immédiatement, c'est que c'est un roman choral. Donc, c'est un genre littéraire que j'aime beaucoup. On suit donc, en fait, 3 personnages principaux en parallèle. Donc, ça nous offre différentes perspectives sur l'histoire. Les 3 personnages qu'on suit, ce sont Célia, qui est une jeune femme afro-américaine. Elle est fille et petite-fille de fabricants de caramel salé. Donc, elle vient d'une famille plutôt modeste qui a vraiment dû bûcher fort là, toute sa vie pour faire survivre cette entreprise familiale. Et de l'autre côté du spectre, totalement, on a un couple bourgeois blanc qui est composé de Marion et d'Adam. Donc, Adam, lui, c'est un chef cuisinier vedette, il est propriétaire de restaurants à Montréal. Maintenant, il anime des émissions de télévision en cuisine, donc il est hyper connu du milieu. Et sa conjointe, Marion, elle est dentiste et elle est décrite souvent dans le livre comme une personne très bienveillante. Donc, tout le monde l'aime, son entourage l'apprécie. Et on voit que, bon, ce couple-là, en apparence, a tout pour être heureux, file le parfait bonheur jusqu'au jour où survient un incident qui arrive en fait au début du livre. Donc, Marion et Adam sont en voyage aux États-Unis. Adam fait du surf à la plage et il va entrer en collision avec Célia, bien sûr. Donc, c'est à ce moment-là que les 2 histoires se croisent. Et, bon, Célia va avoir le ligament du genou complètement déchiré, tandis que Adam va s'en sortir plutôt indemne de cet incident-là. Mais finalement, l'accident, qui est
quand même en apparence un peu banal là, dans le portrait global, eh bien, il va avoir des répercussions très profondes sur Adam et Marion et ça va entraîner en fait leur dégringolade, non seulement là, en tant que couple, mais aussi en tant qu'individu. Donc, Adam, premièrement, lui, il va sortir de cette expérience-là vraiment traumatisé. Il va en perdre ses repères. Il va avoir de la difficulté à trouver du sens à sa vie, à son travail. Il tombe un peu dans un cycle dépressif. Et Marion, elle est un peu, elle est surprise en fait de cette réaction-là, de cet homme qui avait toujours été tellement confiant et en contrôle de sa vie. Et elle va finalement se rebeller contre l'image parfaite qu'elle a toujours projetée. Donc, c'est cette évolution-là qu'on suit à travers l'histoire. Mais ce que Fanny Britt réussit à faire subtilement, mais de manière très efficace, c'est d'incorporer en fait à travers cette évolution-là le thème central du livre, la question des privilèges, qui est une question qui obsède, qui fascine l'auteur et qui traverse vraiment le roman. Quand je vous ai décrit les personnages, on voit tout de suite qu'ils proviennent de deux univers totalement différents, deux classes sociales différentes et le livre, en fait, nous amène à réfléchir finalement sur ces privilèges-là, sur la manière dont ils influencent l'histoire. Donc, c'est super, super intéressant, en fait. Puis, un autre point fort, sinon, du livre, c'est vraiment la construction là, des protagonistes et aussi les dynamiques qu'ils entretiennent avec les personnages autour d'eux. Les personnages sont vraiment, vraiment bien construits. L'évolution est super intéressante à suivre. Moi, j'ai eu un gros coup de cœur pour le personnage de Célia, qui pourtant n'est pas super présente dans le livre. On la voit seulement au début, à la fin, un peu au milieu, mais c'est un personnage qui traverse le roman. Son ombre est toujours présente. Et sinon, un autre point, moi, que j'ai particulièrement aimé du livre, c'est qu'il y a beaucoup de monologues intérieurs. Donc, on va lire ce que les personnages pensent, mais ne disent pas. Et ça, Fanny Britt a expliqué à plusieurs occasions en entrevue qu'il y a beaucoup de l'influence de Virginia Woolf dans ce style-là, dans son livre aussi en général. Elle a revisité en fait certaines œuvres de Virginia Woolf avant d'écrire Faire les sucres. Et petit fait intéressant, le livre de Jean-François Beauchemin, il s'ouvre sur une citation de Virginia Woolf. Donc, bien que les styles quand même soient différents, les deux livres, que les intentions soient différentes, on voit quand même une certaine ressemblance dans l'influence de cet auteur britannique. Donc, c'est ce qui conclut en fait ma présentation des deux livres qui sont à leur manière vraiment fascinants. J'espère que ça va vous avoir convaincu de les lire parce qu'ils méritent vraiment d'être lus. Merci d'avoir été à l'écoute. Je remercie encore une fois Rosette Pipard pour sa participation à l'émission du Livre au cœur et je vous invite, vous les téléspectateurs et les lecteurs, à venir nous retrouver la semaine prochaine pour un autre épisode de cette émission et une autre chronique des livres qui sont publiés dans les Laurentides.